Jamais j'aurais pensé une seconde arbitrer à ce niveau. Platini, Maradona, puis l'adversaire dit oui, vous les protégez parce que c'est des grands noms. J'aimais beaucoup arbitrer à Marseille. Il y avait beaucoup d'ambiance où il fallait y aller, on n'avait pas le droit de s'endormir. Le match à Damas, Syrie, Irak, il y avait 700 militaires en armes autour du terrain et il y en avait 800 en civil dans les tribunes. Quand on fait une finale, c'est difficile parce qu'on sait que c'est le match qui est vu dans le monde entier. Il faut des années pour se faire un nom et en une seconde, vous n'êtes plus rien. Michel Vautreau, bonjour. Bonjour. Michel, merci beaucoup de nous accueillir chez vous, dans votre appartement à Besançon, dans le Doubs. Bon, je dis appartement, mais on pourrait dire aussi musée. Autour de nous, des centaines de photos, de coupes, de fanions, de trophées, tout ça en lien avec le football, et plus précisément l'arbitrage. Car oui, Michel Vautreau, c'est 20 ans d'arbitrage de très haut niveau. C'est une silhouette, un caractère, un visage, un style qui a marqué le football français et le football international, au point que vous avez été, Michel, élu 2 fois meilleur arbitre du monde en 1988 et 1989. Alors, 355 matchs de première division, 5 finales de Coupe de France, 2 finales de Coupe d'Europe, un match d'ouverture et une demi-finale de Coupe du Monde et une finale d'Euro. Aujourd'hui, vous avez 79 ans, avec derrière vous une vaste carrière sur laquelle on va essayer de revenir en longueur aujourd'hui. Michel, vous êtes né à Entorpe, dans le Doubs, en 1945. Je vais vous demander de vous souvenir comment il était, le jeune Michel Vautreau, durant ses premières années. Quelles étaient ses passions, quel était son caractère? C'est très difficile de parler de soi parce que lorsque j'étais jeune, j'étais d'abord très timide pour la bonne et simple raison que j'étais malade. Il faut savoir que c'était assez rare à l'époque. Ma mère s'était séparée de mon père et quand elle est revenue chez elle, donc on était à la ferme familiale de mes grands-parents. Mon grand-père, Maurice Gruet, était le maire d'Entorpe d'ailleurs. Et malheureusement, je suis tombé malade, ce qui a posé d'énormes problèmes. Ma mère devait aller travailler à Besançon, elle s'est installée à Besançon, et je suis resté à la ferme des grands-parents. Parce que c'était quel type de maladie? J'ai fait un souffle et rhumatisme au cœur, et qui n'était pas soigné comme maintenant. Et puis, avec tous les médicaments qu'on m'obligeait, j'allais dire, à gober et à avaler, j'ai fait une agrunalocytose qui était le fait que je n'avais plus de globules blancs. Et j'ai eu vraiment des médicaments très durs et je suis resté 6 mois et 8 mois sans aller à l'école. Donc j'ai aucune formation de départ, j'ai beaucoup de manques scolaires et je dois dire que c'est l'arbitrage qui m'a permis de progresser parce que l'arbitrage ce que j'ai pas appris dans les livres, je l'ai appris à travers le sport et les voyages. Mais d'ailleurs, le sport, à cette époque, étant enfant avec cette maladie, vous pouviez pas en faire. Non seulement je pouvais pas en faire, mais on n'en parlait pas. À l'époque, mon grand-père ne parlait qu'Étienne Matler, qui était la gloire du FC Sochaux, mais bien sûr, nous n'avions pas de télévision. Il y avait le fameux poste de TSF, et on n'avait jamais vu un ballon, et on parlait pas de football. Donc un rapport au foot et même à l'arbitrage assez distant dans les premières années. Alors moi, ma vie est un roman. J'ai toujours dit que j'étais autant fait pour être arbitre que curé ou bonne sœur, dans la mesure où il n'y avait pas un environnement sportif, pas un environnement donc footballistique. Et puis, quand on vous interdit quelque chose, j'ai pas le droit de faire de sport. Et quand on vous interdit quelque chose, quand on est gamin, on veut le faire. J'étais dans un petit lit, je m'en souviens toujours, bleu, couché, et puis on m'avait mis une planche sur le petit lit et on m'amenait des magazines de l'époque comme Miroir du cyclisme, comme Miroir du foot, et je découpais tous les articles et je m'imaginais journaliste. Et j'ai gardé des cahiers où je découpais par exemple tous les articles sur le Tour de France et je mettais de notre envoyé spécial Michel Vautreau. Donc voilà la passion que je vivais sans voir, puisque vraiment il n'y avait aucune image. Mais donc comment dans cette situation, avec cette maladie, quel était votre premier rapport avec l'arbitrage? La première fois que vous avez tenu un sifflet, ou même que vous étiez arbitre sans sifflet, mais est-ce que vous vous souvenez vers quel âge c'était, dans quel contexte? Ah, si je m'en souviens, bien sûr, parce que j'étais en vacances chez mon père à Dampierre, dans le Jura, et il y avait toujours un très bon club à Fraisans.
et il était animé par l'abbé Melko, et c'est avec lui que j'ai donné mes premiers coups de sifflet. Comment ça s'est passé? Il y avait un tournoi de six qui était très populaire dans la région, mais surtout à Fraison. Les tournois de six étaient particuliers, ça permettait d'entrer de l'argent pour les clubs, mais c'est un peu du grand n'importe quoi, parce que les joueurs souvent n'avaient pas de licence, formaient des équipes de briques et de broc, et n'étaient pas tous des anges. Et il y avait des matchs surtout en fin de journée, après quelques verres un peu d'alcool ou de bière, que tout le monde était un petit peu assez gai, dirons-nous. Et donc, j'entendais toujours au micro, on cherche des arbitres bénévoles, donc pour faire sur une moitié de terrain, arbitrer ces matchs de tournoi de six. Et moi, j'avais 14 ans, et je vais vers l'abbé Melko, et je lui dis, monsieur le curé, je voudrais arbitrer un match. Il m'a regardé, il m'a dit, t'es trop jeune. Donc, je suis revenu vers lui, puis j'ai dit, bah, donnez-moi un, allez, faites-moi plaisir. Il m'a donné un sifflet, et j'ai fait un match, la première fois où j'étais sur un vrai terrain, la première fois où j'avais un vrai sifflet. Et pourquoi vous êtes désigné? Est-ce que, comme vous l'avez dit avant, c'était cette histoire d'interdit, de se dire, bah tiens, ça va me permettre d'être dans l'action? Pourquoi avoir... Honnêtement, je sais pas, c'est peut-être un coup de folie. Et puis, je m'en suis pas vanté auprès de mes parents. Ah, vous l'avez caché? Et je l'ai caché parce que j'avais pas le droit de faire de sport. Donc, on m'aurait dit, comment tu n'écoutes pas les conseils médicaux, etc. Donc, j'ai rien dit. Mais je suis retourné l'année suivante au tournoi de six, et là, j'ai arbitré pendant toute la journée. Ouais. Et c'est là où j'ai vu que j'avais beaucoup de plaisir, c'est devenu une passion. Et pourquoi, justement? Qu'est-ce qui vous plaisait? Peut-être rendre la justice, c'est toujours parce que j'ai toujours eu horreur de l'injustice dans ma vie. Et peut-être aussi le fait de participer à quelque chose qui m'était interdit. Donc je reconnais que j'avais eu beaucoup de plaisir et il me tardait qu'on arrive, c'était toujours le lundi de Pâques, qu'on arrive à cette période pour que je puisse de nouveau courir sur un terrain. Ouais. Et est-ce que c'est ça qui a vraiment déclenché ce désir d'arbitrer, on va dire, plus sérieusement? Non. Alors, c'était peut-être inné, je n'en sais rien, mais quand je suis venu pour aller à l'école à Besançon, et ma sœur, Annie, était au club des supporters. Du club de foot de Besançon. Du Racing Club franc-comtois qui jouait en 2e division professionnelle. Et elle travaillait dans une banque, et il y avait beaucoup de dirigeants du club qui étaient dans cette banque. Et il lui disait, mais il faut venir avec nous, avec les supporters. Et donc, elle s'est retrouvée embringuée là-dedans. Et puis, un jour, comme les gens savaient que je gardais tout, je découpais tous les articles que je conservais, il y avait le journal Aller Besançon, le magazine du club, qui était un très beau magazine, avec 16 pages, qui était quand même exceptionnel pour un club de 2e division. Et le journaliste professionnel qui le rédigeait était indisponible. Et ils ont dit, mais ton frère qui a des archives, il pourrait pas nous faire un article? Donc j'ai jamais oublié, c'était la venue de Roubaix-Tourcoing. J'ai cherché dans mes archives, j'ai tapé avec la vieille Remington de machine à écrire avec mes 2 doigts, et je me vois encore veiller très tard, et j'étais très fier quand le dimanche au match, j'ai vu pour la première fois ma signature sous un article, ouais. Mais je dois dire qu'en lisant l'article, aujourd'hui, j'en suis pas très fier parce que c'était un français un peu approximatif. C'était les débuts. C'était le début, dirons-nous. Et oui, le fait d'intégrer ce groupe de supporters, ça vous étiez peut-être témoin, justement, des fois des colères contre l'arbitrage, des critiques. Les critiques sur l'arbitrage, c'est un sport national qui n'est pas nouveau, ça a toujours existé. On a toujours eu l'impression que les gens bouffaient les arbitres comme autrefois ils bouffaient du curé. Donc c'est ça aussi je me suis toujours battu là contre, parce que on a oublié que le football, quand il a été créé par les Anglais, il n'y avait pas d'arbitre. Il y avait simplement 11 joueurs de chaque côté. Et on s'est vite rendu compte que les joueurs, les êtres humains, étaient incapables de s'autodiscipliner et de s'autogérer. Donc on est allé chercher un arbitre qui est venu pour être le complice du jeu, et on a l'impression qu'il est comme le chien qui rentre dans un jeu de quilles. Et c'est ces critiques que vous entendiez étant jeune qui vous ont donné justement l'envie de vous investir encore plus dans l'arbitrage. Exact. Je suis
entré au comité directeur du Racing Club franc-comtois professionnel, j'insiste, j'avais 17 ans. Parce que le président des supporters de l'époque, André Masson, m'a dit « Écoute, tu vas venir avec moi, on a le droit à 2 représentants au comité exécutif, je te prends avec moi ». Alors inutile de vous dire que j'arrivais avec ma mobilette rouillée au milieu des Mercedes, des voitures des plus grands industriels et des élus du Doubs et de Besançon, et j'étais bien sûr d'une grande timidité. Et le gamin que j'étais était outré et vivait mal le fait que pour des adultes qui étaient des chefs d'entreprise, n'avaient pas de hauteur pour analyser. Je trouve que le football les rendait un petit peu comme des gamins. Et donc, j'entendais chaque fois, on n'a pas eu de monde parce que les journalistes font de trop mauvais articles sur nous, ça n'attire pas les gens. Ensuite, on a perdu parce que les arbitres sont pas bons. Donc, on avait l'impression que c'était jamais de leur faute, jamais de la faute de l'équipe et des joueurs, mais toujours la faute des autres. Et ça, j'avais des mots de l'accepter. Et un jour, j'ai pris mon courage à 2 mains, ça devait être la première fois que je prenais la parole au milieu de cet aéropage, et j'ai dit, mais vous critiquez l'arbitre, mais il était bon. Alors là, un grand silence s'est fait, et en face de moi, Édouard Obligère, qui était un grand industriel de l'époque, et son entreprise existe toujours, et un brave homme que j'aimais bien, est devenu tout rouge, et avec son accent alsacien, m'a dit « Petit, tais-toi, t'y connais rien ». Donc il m'a terriblement vexé, et j'ai décidé de passer mon examen d'arbitre. J'ai fait les formalités, il y avait un examen théorique, et j'ai voulu prouver que je connaissais les lois du jeu. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de jeune arbitre comme maintenant, et Monsieur David, qui était mon examinateur, a dit, ben c'est bien, ben pour un jeune, maintenant, tu vas passer ton examen d'arbitre. Ce à quoi j'ai répondu, mais non. 1, je n'ai pas le droit de faire de sport. 2, ma passion, c'est le Racing de Besançon. Je vais au match, donc il est hors de question que je devienne arbitre. Je suis simplement venu par défi pour prouver que je connaissais un peu les lois du jeu. Il est venu voir, ce brave papy, est venu voir ma mère en lui disant « Écoutez, madame, Michel, il est grand, il pourrait faire un bon arbitre, ce serait bien qu'il vienne. » Ben, il peut pas, il n'a pas le droit de faire de sport. Mais allez voir son docteur quand même, demandez-lui. Et ma mère est allée voir le docteur Vessier de Saint-Vite, mon docteur de l'époque, quand j'étais chez mes grands-parents, qui lui non plus n'avait jamais vu un ballon, n'avait jamais vu un match de football, et il dit à ma mère, bah, écoutez, il a 17 ans, un arbitre ça court pas, et ça lui fera du bien d'avoir maintenant des relations sociales avec des jeunes de son âge. Donc j'y vois pas d'inconvénient. Et c'est comme ça que je suis parti à l'arbitrage, et je me rappellerai toujours de mon examen, qui était au stade Léo-Lagrange, enlevé de rideau du grand derby Sochaux-Besançon, les deux étaient en 2e division à l'époque, et mon match s'est terminé devant 13 000 spectateurs. C'était un match amical de jeunes, et donc j'y ai vu quelque part une fée qui était au-dessus de moi pour m'ouvrir la voie de l'arbitrage, parce que jamais être allé sur un grand terrain devant, à la fin de mon match, 13 000 personnes, c'était pour moi un rêve que je n'avais jamais osé imaginer. Et en 1963, vous devenez officiellement arbitre. Est-ce que vous vous souvenez d'une première grosse désillusion, première fois où vous avez été vraiment abattu en revenant d'un match par des supporters ou des choses qui vous ont choqué? Je me souviens d'un match alors ça m'avait aussi marqué, c'était un match de Coupe Gambardella entre le club du Racing et le club, à l'époque, du Rosemont, qui avait été fondé par des gens qui avaient quitté le Racing. C'était peut-être pas non plus une bonne idée de la Ligue de m'avoir mis comme arbitre avec un club pour lequel j'arbitrais. Eh bien, à l'annexe 2, où il y avait pas mal de supporters, et j'ai pas pu sortir de mon vestiaire. Ils m'attendaient tous pour me casser la figure. L'équipe de Rosemont avait perdu. Donc ça marque quand on est jeune. J'ai pas oublié non plus que en match corporatif qui ont été très formateurs pour moi. Un jour, en rentrant du vestiaire, c'est
quelqu'un est arrivé, un joueur qui était furieux m'a arraché mon écusson. C'est sûr que ça marque, c'est mieux qu'un coup de poing. Et ça vous dégoûtait pas? Vous continuez toujours à... Non, j'ai jamais été... au contraire, ça me motivait, j'étais déçu. Mais la plus grosse désillusion que j'ai eue à mes débuts, c'était au sein de mon club. Il se trouve qu'on jouait un match de Coupe Drago, cette coupe, la consolante de la Coupe de France, et un arbitre était absent. Donc ils ont cherché quelqu'un pour le remplacer et faire la touche. Imaginez un gamin qui découvre d'un seul coup une rencontre professionnelle, on aurait dû au contraire dire il faut l'aider, il faut le soutenir, il nous rend service. Et j'ai eu le malheur d'être toujours du côté du banc du Racing. Et il y avait l'entraîneur, les dirigeants, ils n'ont pas arrêté de rouspéter, de crier après moi en disant « Lève pas ton drapeau, lève chez nous, on se fait avoir à l'extérieur, on n'a qu'à les entuber ici. » Et pour moi, c'était impensable. Et comme j'ai indiqué un corner, et à l'époque, il n'y avait pas de prolongation, se jouait au corner, ce corner-là a donné la victoire aux visiteurs. J'en ai pris à la rentrée au vestiaire, j'ai des critiques, des insultes, que j'étais pas, c'était pas normal que je sois du club puis de faire les entuber, comme il disait. Et je me souviens, ma grand-mère était à l'hôpital, elle était malade, et je me vois encore devant le lit où j'ai pleuré à chaudes larmes. Parce que je pouvais pas imaginer que ces gens-là aient pu se comporter alors qu'ils savaient que j'étais un gamin débutant, et ce qui prouve que pour l'arbitrage, les gens perdaient vraiment la tête. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des déceptions, des mauvais souvenirs, mais entre-temps, avec les années, vous accumulez les matchs. On était je crois que c'était à l'échelon régional. Vous gagnez du crédit dans ce petit milieu de l'arbitrage, vous montez du régional au national. Et tout de suite, on parle de vous avec un arbitre qui a un style. On parle du style Vautreau. C'était quoi? Est-ce qu'on peut définir un arbitrage à la Vautreau? Qu'est-ce que vous essayez de mettre comme attitude, comme valeur même dans votre arbitrage? C'est être naturel. Moi, j'ai toujours considéré que, je le répète de ce que j'ai dit en préambule, qu'un arbitre doit être le complice du jeu, pas l'emmerdeur de service. Et ça, c'est ce que j'essaye de prôner depuis le début de ma carrière, mais quand je vois ce qui se passe actuellement, c'est loin d'être le cas. Donc, par exemple, j'ai toujours tutoyé tous les joueurs. Et les joueurs, bien sûr, me tutoyaient. Il y avait toujours cette forme de complicité où j'avais l'impression, c'était naturel. Je tutoyais pas pour montrer vers celui qui était copain ou pas. C'était naturel. Et il se créait toujours des liens différents, j'ai remarqué. En plus, moi, j'étais pas un coureur à pied. Je disais que j'avais une course comme un éléphant plein d'arthrose, parce que j'ai jamais fait de sport. Donc, c'est bien, j'avais mes grandes jambes, mais j'avais aussi le sens du placement. Je m'énervais parce que quand les premiers matchs télévisés, il y a des responsables qui venaient, qui disaient « Mais Michel, quand ça passe à la télé, cours un peu plus ». Et ça m'énervait parce que je courais, mais ça donnait l'impression à la télé, avec mes grandes cannes, que je marchais. Donc voilà, c'était, je pense que le style. Et puis il y avait peut-être aussi... Ce que je regrette maintenant, on a robotisé nos arbitres. On voit plus d'arbitres charismatiques. À l'époque, il y avait un Robert Wurtz qui était, c'était un fils d'artiste, et sur le terrain, c'était un artiste. Jamais personne ne pouvait l'imiter. On a eu ensuite l'Italien Pierluigi Collina, avec son regard métallique, personne ne pouvait l'imiter. Et moi, j'avais cette complicité avec les joueurs, le dialogue. J'ai toujours privilégié le dialogue, et puis savoir être dur quand il fallait bien sûr être dur. Et là, j'ai une anecdote très parlante, qui a changé mon arbitrage. Je dirige le match 3 contre, je ne me souviens plus de l'équipe, en Coupe de France. Et il y avait Marcel Arteleza, qui était l'ancien capitaine renommé, qui terminait sa carrière à Troyes, qui était comme un bon père de famille, et je m'énerve, je fais plein de gestes, et les capitaines, venez vite, tout de suite, il y en a marre, etc. Et il vient vers moi, il me prend par le cou, et il me dit calmement, « Mais monsieur l'arbitre, c'est vous qui êtes énervé, c'est pas mes joueurs. »
Il m'aurait mis un coup de poing que j'aurais été KO. Ça m'a fait réfléchir. Et quand je suis rentré à Besançon, pendant le voyage, j'ai toujours pensé à ça en disant « mais il a raison ». Donc j'ai travaillé mon style, on ne change pas par un claquement de doigts, ni par une baguette magique, et j'ai fait attention d'être moins spectaculaire, et puis je pense que, pour emprunter la maxime d'un ancien président de la République, je pense que la force tranquille vous donne plus d'autorité que des gestes d'énervement quand il y a déjà beaucoup de mouvements, de passion sur le terrain. Vous avez décrit ce style que vous avez mis en place aux échelons inférieurs. Après le niveau national, vous passez en division 1, la plus haute du football français en 1971, à 26 ans. Mais en fait, aujourd'hui, les arbitres sont un peu plus professionnels, vivent vraiment de ça. Vous, à l'époque, vous aviez un métier à côté. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ? Bien sûr, à l'époque, même maintenant, on me demande, on me dit, toi c'est bien, t'as 2 retraites. Ah bon ? La retraite professionnelle et la retraite de l'arbitrage. Tu parles, Charles. On n'a rien. On n'avait rien. On arbitrait vraiment pour le plaisir. Je ne le regrette pas parce que ça a été une période humaine extraordinaire. Maintenant, ils gagnent bien leur vie. C'est normal compte tenu de ce qu'on leur demande d'entraînement, d'être toujours en forme physiquement et puis les enjeux. Mais ce n'est plus la même ambiance qu'on connaissait entre nous autrefois. Et vous, votre métier, c'était quoi ? Alors moi, j'ai commencé comme professeur à Lons-le-Saunier, ça s'appelait au départ le collège d'enseignement technique qui est devenu lycée professionnel. Ça a été 10 ans merveilleux de ma vie, avec des jeunes encore, avec l'esprit rural qui vous disait bonjour plusieurs fois dans la journée, et puis j'étais pour eux comme un ovni, parce qu'ils comprenaient pas. Ils voyaient le dimanche soir à Stade 2, ils me voyaient arbitrer à Bastia, et le lundi, ils me retrouvaient en cours. Ils prenaient pas l'avion comme maintenant on peut prendre l'avion, et pour eux, c'était mystérieux. Comment je pouvais être devant eux alors qu'ils m'avaient vu à la télé la veille à Bastia. Et c'était pas dur de concilier vie d'arbitre et votre vie professionnelle en tant que professeur ? Ah ben bien sûr que c'était dur. Maintenant je pourrais plus, j'ai eu la chance, et je le dis, d'avoir des jeunes qui étaient formidables, et surtout, parce qu'on n'arrive jamais tout seul, j'ai eu un proviseur qui aimait le sport et qui a pris des risques, parce que moi, je partais arbitrer, les jeunes n'avaient pas cours. Et contrairement à un pays comme la Suisse, où par exemple on peut remplacer temporairement un prof ou un instit, c'était impensable chez nous. Donc il m'arrivait de récupérer des cours de 13h à 14h, alors que les externes étaient obligés de venir plus tôt. Et j'ai jamais eu de problème. Et quand il y avait les réunions de profs avec les parents, il y avait, d'habitude on était 2 profs par salle, moi il y avait que moi, et il y avait toujours une queue qui attendait, parce que les gens voulaient pas parler des enfants, mais le père dit « cette fois-ci je suis venu, je veux bien, qu'est-ce que vous pensez de Sochaux ?» Ou la mère me disait « quand je vous voyais à la télévision, je vous voyais plus petit. » Donc le foot m'a permis des relations plus facilitées, et je ne regrette surtout pas cette période d'enseignement avec des gamins qui étaient formidables. Et là, on a parlé du métier en plus de l'arbitrage. Vous avez commencé à parler de matchs de division 1, de matchs à enjeu. Est-ce que vous aviez une préparation physique, justement, en tant qu'arbitre ? Comment ça se passait à cette époque ? Attendez, c'est quoi votre question ? J'aime pas trop entendre préparation physique. C'était pas mon fort. Et je reconnais que j'ai, par exemple, à l'époque, il n'y avait pas de contrôle physique. Et puis un jour, ils ont sorti le test de Cooper. Je ne savais pas ce que c'était. Et on arrive à notre stage national à Paris, manque de chance, il pleut. Donc on l'a fait à l'INSEP, à l'intérieur, sur la piste cycliste, où c'était irrespirable, parce qu'il faisait très lourd dehors. Il fallait courir pendant 12 minutes autour de la piste et faire, à l'époque, je crois, 2 km 600. Mais à un tour de l'arrivée, je suffoquais, j'ai cru mourir. J'arrivais pas, il me tirait, il me dit « Allez Michel, arrive, il ne reste pas les dirigeants de l'arbitrage français, arrêtez, laissez-moi mourir tranquille. » Donc moi, j'avais pas d'endurance.
Et je reconnais que c'était un handicap, mais qu'on voyait pas trop sur le terrain. On a parlé de préparation physique, autre chose qu'on se demande quand on parle de l'arbitrage, l'avant-match, comment ça se passait? Est-ce que vous ressentiez de la pression? Comment vous étiez avant un match important? Je crois que j'étais totalement différent des autres. J'avoue que avant même les matchs les plus importants, j'ai toujours bien dormi. Les mauvaises langues diront que je dormais aussi pendant le match. Mais j'avais toujours ce côté décontracté ou de faux décontracté. Parce que j'avais compris que quand on va arbitrer 2 matchs en professionnel, mais même au niveau amateur, les joueurs ont besoin d'être mis en confiance. Il faut que l'arbitre, si vous êtes arrivé en tremblant sur un terrain et tout blanc, vous n'avez aucune autorité. Donc, par exemple, avant les matchs, je sifflotais. Ça pouvait paraître être moins concentré, mais c'était une manière de montrer. J'écrasais un peu le pied avant de rentrer sur le terrain du capitaine. « Oh, pardon, mais t'as des grands pieds !» Tout ça pour essayer de ce côté décontracté. À l'époque, il fallait arriver 4 heures avant les matchs. Et parfois, malheureusement, il y avait des retards à la SNCF. Eh bien, même si j'arrivais 2 heures avant, j'allais manger mon steak avec des frites avant le match. Moi, dans mon vestiaire, il y avait toujours un défilé. Par exemple, Robert Wurtz, qui avait son style particulier, s'enfermait avant le match, se mettait dans le noir avec sa serviette sur la tête pour se concentrer. Moi, si j'avais pas eu un défilé de gens que je connaissais à dire des bêtises, j'étais pas bien dans ma peau. Il y a tous des styles différents et j'ai tenu à rester comme j'étais, c'est-à-dire nature. Vous êtes donc un arbitre émérite de Division 1 française, puis vous découvrez les compétitions internationales. On parle des Coupes d'Europe, on parle des Coupes du Monde. Est-ce que ce style, comme vous avez dit, un peu décontracté ou faux décontracté, avec l'enjeu des gros matchs télévisés, avec de l'attente, ça a un peu changé? C'est vrai, alors ça s'appelle aussi le métier. Quand on a gagné en expérience, ça permet quand même d'avoir plus d'assurance, mais ça ne veut pas dire qu'on s'en moque. Parce que, vous savez, il faut des années pour se faire un nom dans l'arbitrage, encore plus pour se faire un prénom, et en 1 seconde, vous n'êtes plus rien. Vous n'existez plus, vous êtes jeté dans la fosse aux lions, et surtout dans les grandes rencontres internationales, si vous faites une énorme erreur... Et voilà, c'est ça, ouais. Personne, quand vous rentrez, quand on dit les arbitres s'en fichent, mais comment peut-on dire ça? On fait jamais des erreurs volontairement. Parce qu'on sait que tout le monde, j'arrivais au travail. Alors, c'est bien la peine qu'on te laisse partir, on entend que tu arbitres mal. Donc, on veut toujours, et on n'est jamais content d'être critiqué. Mais c'est vrai qu'au début, ça me faisait mal, j'aurais voulu aller tout de suite dans une tombe. Et après, c'est ce qui s'appelle le métier, la peau s'endurcit. Mais on est toujours malheureux quand on sait qu'on a raté un arbitrage et quand on a fait une erreur grossière. Ouais, ça nous laisse pas indifférents. Oui, je vais vous donner un exemple. En demi-finale de Coupe du Monde, Italie-Argentine, qui n'est pas mon meilleur souvenir, parce qu'en fait, c'était à Naples, là où Maradona était l'idole. Et il y avait une ambiance qui était particulière, dans la mesure où les Italiens étaient très nerveux, parce qu'ils me disaient, voilà, on n'est même pas encouragé chez nous, ils encouragent l'Argentine. Donc le match était difficile, dans une ambiance particulière, et il y a eu des prolongations. Et je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je ne le sais encore pas aujourd'hui. J'ai joué pendant une prolongation 8 minutes de plus. C'est impensable. Je dirais même plus, c'est inacceptable de la part. C'est une erreur professionnelle. Et je ne sais pas pourquoi. Dernièrement, j'ai eu un appel d'un journaliste anglais qui fait un livre sur la Coupe du Monde 90 et il m'a demandé pourquoi. Incapable. Je ne sais pas si il y avait souvent des arrêts de jeu à cause de fautes, de contestations. Et je disais, calmez-vous, je stoppe la montre. Est-ce que j'ai oublié de la remettre en jeu? Est-ce que je me suis cru dans les 45 minutes normales, en oubliant que c'était les prolongations. Mais aujourd'hui, quand je vous parle de ça, j'ai dans le dos une sueur froide qui coule. Parce que imaginez qu'il y ait eu un but de l'Italie. Tout le monde aurait dit c'était organisé par l'arbitre, c'est l'Italie qui organise, il fallait qu'elle aille en finale. Imaginez que
l'Argentine marque un but pendant ces 8 minutes, on aurait dit l'arbitre était corrompu, j'aurais pas pu sortir de l'Italie. Donc quand j'en parle aujourd'hui, j'ai encore des frissons et je me dis qu'il existe heureusement un Dieu des arbitres et qui m'a protégé parce que ma carrière aurait été finie et je ne serais pas devant vous aujourd'hui. D'ailleurs, avec le niveau qui monte, on entend aussi beaucoup parler d'arbitrage et de corruption. Je vais vous poser la question, la corruption c'est un mythe ou une réalité? Est-ce que vous, dans votre carrière, vous avez été face à des gens ou des situations où vous avez eu le sentiment qu'on essayait un peu de vous acheter? Le risque existe, c'est indiscutable, il y a tellement d'argent dans le football. Je n'ai jamais eu à dire non, parce qu'on ne m'a rien proposé. Parce que tout se sait après, on a appris des scandales, les gens parlent 20 ou 30 ans après. Et Claude Bèze, qui était le président un peu particulier de Bordeaux, me disait toujours, je disais, mais arrêtez, président. En Coupe d'Europe, il disait toujours qu'il y avait de la corruption, qu'il y avait... Mais alors lui, en bégayant, il me disait toujours, mais vous faites pas partie de la famille. Il y a toute une équipe qui fait exprès de fausser les matchs. Il dit, arrêtez de raconter ça. Parce que le dire, c'est bien, mais encore faut-il le prouver. C'est bien beau de dire, quand on voit Longoria, le président de Marseille, qui dit il y a de la corruption. Mais il faut le prouver, c'est pas le tout de le dire. Les mots, ils ont un sens. Quand on voit après un match, l'arbitre nous a volé, mais volé dans le dictionnaire, ça a un sens. Donc le dire, c'est bien, mais il faut le prouver. Et ça, c'est inacceptable. Et je trouve que nos instances au niveau national ne sont pas assez sévères. Et par contre, vous me demandez, bien sûr, que tout le monde essayait pas de nous intimider, mais de nous amadouer. Quand on arrivait, par exemple, dans les matchs des équipes des pays de l'Est, il n'y avait pas d'argent. Mais comme par hasard, il y avait à la table d'à côté toujours quelques belles jeunes femmes. Et puis au bout d'un moment, est-ce que vous voulez qu'on les invite à la table? Mais non. Et tout se sait. Donc vous n'avez pas le droit, pour un arbitre qui veut faire carrière, de tomber dans ces petits jeux-là. J'aimerais revenir sur l'arbitrage en tant que tel. Vous m'avez parlé d'une erreur qui vous a un peu hanté. Revenir sur un autre match, un match dur pour vous, c'était le match d'ouverture de la Coupe du Monde Cameroun-Argentine. On peut se dire, pour un arbitre, c'est un grand honneur. Vous l'avez pas vécu comme ça. Ah oui, c'est très particulier parce que Joao Blanche, le président, et Sepp Blatter sont venus vers moi en me disant « Tu dois donner le là à la compétition. Il faut que les gens voient qu'il n'y aura pas de cadeau, que les arbitres appliqueront le règlement. » Ce qui fait, très sincèrement, que j'ai pas arbitré à la vôtre. J'ai arbitré parce qu'il y a 17 lois du jeu, mais la 18e est la plus importante. C'est le bon sens, l'intelligence d'arbitrage. Et celle-là, il n'y a que vous qui pouvez vous en rendre compte sur le terrain. Elle n'est pas écrite. Et là, c'était impossible. Donc, ce qui fait que j'ai arbitré avec un livre, avec le règlement appliqué, j'allais dire bêtement, pour montrer l'exemple. Alors, j'ai donné 2 cartons rouges qui, malheureusement, sont tombés sur l'équipe du Cameroun. Ils n'étaient pas non plus... c'était pas un scandale, ils avaient fait des fautes. C'était très difficile pour moi parce que des francophones, ils me parlaient tout le temps. En disant, on sait bien, on est africain, on veut pas de nous à la FIFA, etc. C'était très dur par rapport aux Argentins. Et Dieu merci, pour moi, à 9 contre 11, le Cameroun a battu l'Argentine tenant de la Coupe du Monde. Et Roger Milla, qui a toujours été proche de moi, je peux dire un ami, et je lui ai dit à la fin, tu peux me remercier, vous rentrez dans la légende, grâce à moi, à 9 contre 11. S'ils avaient perdu, je ne me serais pas permis de le chambrer. Autre grand match que vous avez arbitré, c'est la finale de l'Euro 88 entre l'URSS et les Pays-Bas. Tout le monde se souvient du but mythique de Van Basten, cette reprise de volée. Question qui part de ce match, est-ce que sur le terrain, on a le temps d'apprécier les belles actions, les beaux buts? Est-ce que vous, c'est aussi un souvenir vif? Non, on ne peut pas, on voit bien quand même, mais là, ce but, je l'ai bien sûr encore là-dedans, même si je perds la mémoire de plus en plus maintenant. Je l'ai là parce qu'en fait, je l'ai même pas vu arriver. Je m'y attendais pas, et il y avait peu de supporters de l'URSS de l'époque, c'était pas la Russie, et il y avait, le stade était aux 3/4 orange, les Hollandais. Et d'un seul coup, j'ai vu le stade est devenu tout orange, ils sont levés, j'ai compris qu'il y avait un but.
C'est vrai que c'est un but qu'on voit très rarement. On en parle encore maintenant. Il est entré dans la légende. Donc, quand on fait une finale, c'est difficile parce qu'on sait que c'est le match qui est vu dans le monde entier. Il y a des centaines de milliers et même des millions de pères Dieu qui vous regardent. Ça vous met une pression extraordinaire. Ce qui fait que ça s'appelle l'expérience. Il ne faut pas dans sa tête se mettre à réfléchir, vous dire, mais attends, si je fais une bêtise, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils vont au ralenti, j'ai fait une erreur. Il faut avoir la capacité mentale d'oublier et de dire, je vais, parce qu'on nous parle souvent de compensation. On dit l'arbitre a compensé parce qu'il a peut-être fait une erreur avant. C'est faux. En mathématiques, une erreur plus une, ça fait 2, ça fait pas 0. Donc l'arbitre doit avoir cette capacité à s'élever au-dessus des actions précédentes, des doutes qu'il a eus, parce que les gens ne s'en rendent pas compte, mais arbitrer, c'est le doute en permanence. Il y a une petite aiguille dans votre tête qui va de plus en plus vite, pénalty, hors-jeu, pénalty, hors-jeu, pénalty, et il faut arrêter pile au milieu pour prendre la bonne décision. Essayez avec un essuie-glace, vous n'arriverez jamais à ce que les essuie-glaces se mettent pile au milieu. Michel, je vais vous faire des questions courtes pour des réponses courtes, un peu sur votre carrière. Le joueur le plus difficile à arbitrer, le plus méchant que vous avez eu Celui qui perdait. Je vais vous surprendre en disant aussi que, bizarrement, c'est dommage, ça peut pas être court, j'aimais les joueurs qui avaient la réputation d'être durs, c'est ce que j'appelais mes voyous d'honneur. Parce que, comme autrefois dans le grand banditisme, quand le flic les arrêtait, c'est pas comme maintenant, il tuait pas pour 10 €. Donc, j'ai perdu, il se rendait. Et j'ai jamais eu de problème avec ces joueurs. Je prends souvent le cas de René Girard, qui est un ami. Je lui ai mis plusieurs cartons rouges. Il n'a jamais contesté. À chaque fois, il venait me faire la bise avant de partir en me disant t'as ton train à quelle heure? Donc, ce qui était le plus difficile, c'est ceux qui avaient une très bonne réputation de joueurs techniques. Les gens n'entendent pas sur les terrains, mais qui sans arrêt étaient en train de pionner devant votre nez pour réclamer. Le joueur qui vous a le plus impressionné sur un terrain? On revient toujours au même. On revient à ceux de mon époque, puisque Zidane, c'était pas mon époque. On retombe toujours sur Platini, sur Maradona. Je dois dire que c'est pas ils ont toujours été corrects. Ils réclamaient pas. La difficulté pour un arbitre avec des joueurs renommés au niveau mondial, c'est qu'eux nous disent « Ouais, vous nous protégez pas », et on prend des coups, ils veulent nous blesser, et puis l'adversaire dit « Oui, vous les protégez parce que c'est des grands noms ». Donc c'est très compliqué pour un arbitre. Un stade qui vous a particulièrement ému? Bon, chaque stade avait sa particularité. Et je vais peut-être vous surprendre, j'aimais beaucoup arbitrer à Marseille. Parce que tout le monde parle de supporters violents, il y a beaucoup de légendes. Je ne suis jamais sorti du stade de Marseille avec les forces de l'ordre. Jamais. Et puis j'aimais beaucoup parce qu'il y avait beaucoup d'ambiance. Je vais prendre le cas de Monaco, le vieux stade de Monaco. Il n'y avait pas de spectateurs. On entendait tout ce qu'on nous disait. On entendait même les animaux du zoo qui étaient derrière. Et quand il n'y a pas d'ambiance, c'était le plus difficile. Moi, j'aimais bien où il y avait beaucoup d'ambiance, où il fallait y aller, on n'avait pas le droit de s'endormir. Un moment où vous avez eu peur sur un terrain? La peur physique, non. Parce qu'on est un petit peu comme tous ces militaires qui pensent que ça n'arrivera pas à eux. J'ai toujours eu la peur de mal faire, plutôt que la peur physique. La peur de mal faire, c'était une angoisse permanente. J'ai eu 2 matchs dans ma carrière qui ont été politiquement très difficiles, très particuliers. J'ai fait un match en Colombie au moment où il y avait tous ces journalistes qui étaient tués. Et j'ai fait un match de barrage pour la Coupe du Monde, Colombie-Israël. Et à Barranquilla, je savais même pas que la ville existait. On était protégés avec des CRS du coin, avec le bouclier en plexiglas. Et il y a eu, quand on est arrivé au stade, il y avait l'hôtel à côté d'une autre qui était en train de finir de brûler. Et il y avait des automitrailleuses autour de notre hôtel. Et on nous a dit, n'ayez pas peur, vous aurez derrière votre porte un militaire
qui vous protégera. Et le deuxième match très particulier aussi, qui était classé à haut risque, a été le match à Damas, Syrie-Irak. Et c'était là où il y avait la guerre à l'époque entre le Golfe. Et donc, quand j'ai été désigné là-dessus, je me suis demandé si la FIFA cherchait pas à m'éliminer finalement, en ayant toujours ces matchs à risque. Et quand on est arrivé à Damas, on était reçu avec, il y avait un chef d'État américain, il y avait la voiture avec les marchepieds de chaque côté, et dessus, 2 hommes en armes de chaque côté. On nous a amenés à l'hôtel, on nous a dit, vous serez protégés, vous répondez à personne, vous n'avez de contact avec personne. Quand on est arrivé sur le terrain, on nous a entrés directement dans le stade. Là, il y avait des tanks. Alors, j'avais un assistant qui était militaire de haut grade, il avait les larmes aux yeux, parce qu'aller pour un match de football dans ces circonstances, et on nous a collés contre le vestiaire pour pas qu'on ait de contact avec l'extérieur. Et là, il y avait 700 militaires en armes autour du terrain, et il y en avait 800 en civil dans les tribunes. Et ils ont joué à 15 heures pour éviter, parce qu'une organisation terroriste avait annoncé qu'il y aurait un attentat parce qu'ils ne voulaient pas que la FIFA fasse jouer le match à Damas, en disant, puisqu'on n'a pas le droit de jouer en Irak, il ne faut pas jouer à Damas. Donc si vous maintenez le match, il y aura une bombe qui explosera pendant le match. Et enfin, l'entraîneur avec lequel ça a été le plus chaud? Celui avec qui j'ai eu maille à partir le plus de fois, c'était Giroud, qui a une légende très forte, populaire, mais qui, dans son comportement, est-ce que je lui reprochais? Il le sait, je lui ai dit, il mettait pas son intelligence qu'il avait au service des arbitres. Parce qu'au contraire, il se servait, il jouait, il n'avait pas des procédés corrects. Et c'est lui qui était le plus retors, et je lui en veux parce que c'était quelqu'un qui a un mérite extraordinaire. Il a monté Auxerre là où ils sont venus, il est parti de rien, mais par rapport à l'arbitrage, il n'a pas toujours été très clean. On va arriver sur la fin de votre carrière. Dernier match de D1 le 22 mai 1991. Un train de supporters quitte Besançon pour Nice, en votre honneur. Dans les tribunes, le public scande « Michel, Michel », c'est du jamais vu pour un arbitre. Vous recevez aussi de nombreux cadeaux. Est-ce qu'aujourd'hui, ça reste un moment fort? Ah bien sûr, parce qu'on m'en parle encore. La SNCF, le conseil régional, le département et la ville avaient décidé, quand j'ai arrêté ma carrière, de faire un train spécial. Mais j'ai dit, c'est incroyable ça. Il y avait 400 personnes. Ils avaient même fait, au-delà de la voiture bar, il y avait une voiture dancing, où les gens pouvaient danser. Et inutile de vous dire qu'au retour, il n'y avait plus grand-chose dans le bar. Donc il y a eu un accueil à la gare Viotte, où j'ai été nommé chef de gare honoraire de la Viotte. Donc c'était une aventure extraordinaire d'entendre des gens scander mon nom et puis savoir que tous ceux de chez moi, ceux que j'aimais bien, j'ai toujours été chauvin pour ma région, étaient avec moi pour ce dernier match, restera un souvenir intact jusqu'à ma mort. Et tous ces cadeaux autour de nous, c'est aussi ça? C'est aussi garder ces souvenirs? Ah oui, alors moi je ne sais rien jeter. Je fais partie de ces vieilles personnes, vous savez, qui entassent tout chez eux. Moi j'avais reçu, on avait toujours, même comme délégué après, ou observateur de l'UEFA, il y avait une tradition de recevoir ou un fanion, ou un maillot, ou un cadeau particulier. Et moi, je n'ai jamais rien jeté. J'ai tout regardé parce que ce qui m'est arrivé me paraissait tellement irréel. Mais justement, ce que j'allais vous dire avec ce recul que vous avez aujourd'hui sur votre carrière, qu'est-ce que vous direz que le football et l'arbitrage vous a apporté? Mais ils m'ont tout apporté. Ça m'a permis d'être un homme. Ça a changé ma vie. Ça m'a permis de découvrir des gens merveilleux, des cultures que je n'aurais jamais rencontrées. Ça m'a donné une aisance dans ma vie d'homme, mais j'ai toujours eu cette maxime du début à la fin, être pris au sérieux sans se prendre au sérieux. Parce que c'est quoi la vie? La vie, c'est toute des rencontres avec des gens qui ont autant à vous apporter que vous, avec des gens de milieux différents. Oui, quand on vous écoute, vous retenez plus les rencontres que les matchs prestigieux en tant que tels.
Oui, on m'a souvent demandé quel était mon meilleur souvenir. C'est un tout. C'est le fait que jamais j'aurais pensé une seconde arbitrer à ce niveau. Mais c'est impensable. Comment j'aurais pu penser aller arbitrer dans des coins... je suis parti. Ma pauvre grand-mère comprenait pas. Elle disait, mais ils n'ont pas d'arbitre dans le coin. J'avais été nommé pour faire un match éliminatoire de Coupe du Monde à Sydney, en Australie, contre le Koweït. C'est inimaginable. Il y avait 24 heures de voyage pour 90 minutes de jeu. J'ai été délégué observateur au Kazakhstan plusieurs fois. Vous n'y allez pas en vacances. Vous découvrez des gens vraiment différents, mais qui sont tellement intéressants, qui ont tellement de mérite dans des conditions difficiles. Et aujourd'hui, votre rapport au foot, à l'arbitrage, est-ce que vous regardez toujours? Non. Alors ça peut paraître un vieux con dans la mesure en disant de mon temps. J'ai horreur de cette formule-là. Mais tout a trop changé. C'est le jour et la nuit par rapport à mon époque. Oui, comment vous jugez cette évolution? On a la VAR, on a la goal line. Moi, je vis mal la vidéo. Je le dis, non pas parce que j'ai toujours été, lorsque j'étais patron des arbitres pendant 13 ans, j'ai toujours essayé d'innover parce que celui qui n'avance pas recule. Et donc, personnellement, j'ai toujours dit qu'une erreur d'arbitre était une erreur qu'on voit à l'œil nu. C'est pas après avoir vu 10 ralentis, c'est plus une erreur pour moi. Après, tout dépend aussi de l'angle de prise de vue. Donc, quand on voit, on a dit avec le VAR, il y aura plus de contestation. Or, je trouve qu'il y en a plus maintenant qu'il y en avait autrefois. Et on a déplacé le problème. On critique maintenant la vidéo, puis on laisse un peu plus tranquille l'arbitre. Personne ne s'en prend aux joueurs en disant que c'est un nul, alors que dans l'arbitrage, en une erreur, on le démolit. Donc je dis quand même, gardons un petit peu, raison gardée. Il y a quand même, le football doit rester humain. Et vous avez été investi dans la formation des arbitres après votre carrière. On suppose que, même cette saison récemment, les attaques verbales, voire parfois physiques en terrain amateur sur l'arbitrage, ça vous fait mal, ça remue. Très mal, très très mal. J'en veux aussi à nos dirigeants. À chaque fois qu'il y a une agression d'arbitre, la première déclaration, c'est tout de suite de dire « Oui, mais finalement, par rapport au nombre de rencontres qui se disputent chaque week-end, c'est pas beaucoup. » Mais une agression est une agression de trop. On a raison de faire des campagnes contre le racisme, contre l'homophobie, on a raison. Mais les mêmes termes sont utilisés contre les arbitres et ça choque personne. On a trop laissé faire. On a trop... les sanctions ne sont pas à la hauteur des délits qui ont été commis. Et donc, si je pense que le football on a trop banalisé certains comportements que l'on ne retrouve pas dans le rugby, le hand et les autres sports. Donc on nous dit que le football n'est pas responsable de la société, sauf que la société est la même pour les autres sports. C'est donc bien qu'il y a un problème. Et donc, qu'est-ce que vous pourriez dire à un jeune garçon ou une jeune fille qui souhaite se lancer dans l'arbitrage aujourd'hui, avec tout ce contexte? Qu'il est courageux et qu'elle est courageuse. Parce que quand on entend et qu'on voit ce qui se passe, ça pourrait faire peur. Quand j'entends le président de la fédération qui dit que pour limiter les agressions, on va mettre une caméra sur la poitrine de chaque arbitre, moi, ça me ferait plutôt peur en disant qu'est-ce que je vais aller faire là-dedans? Donc, par contre, je dis, si je devais recommencer ma vie, je repartirais dans l'arbitrage tout de suite. Parce que c'est une école de la vie extraordinaire. Rendre la justice sportive en une seconde, dans des conditions difficiles, alors que dans un tribunal, parfois, il faut plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et on demande à un être humain de prendre la meilleure décision, parce que la meilleure décision, la vraie décision, elle change d'un camp à l'autre. Les gens regardent avec les yeux de l'amour. Il ne peut pas y avoir de sport sans passion. Le jour où on fera comme à l'église, on dira quand l'arbitre siffle, agenouillez-vous et faites un signe de croix, c'est la fin du sport. Il ne peut pas y avoir de sport sans passion, mais quand la passion l'emporte sur la raison, c'est la fin du sport. Et dernière question, Michel, qu'est-ce que vous pourriez dire au jeune Michel Vautreau qui était dans son lit malade à couper les petites images dans ses magazines? Vous me donnez des frissons quand je repense à ça, parce que ça paraît inimaginable.
Jamais. Ma mère me disait souvent, elle s'est séparée de mon père, mon grand-père était maquignon. Il faisait le commerce des bovins. Et si ma mère ne s'était pas séparée, aujourd'hui, je serais agriculteur, paysan. Je ne serais pas dans l'arbitrage. Et ma mère me disait souvent, quand elle me voyait arbitrer au plus haut niveau, tu vois, si j'étais pas parti, aujourd'hui, tu serais derrière le cul des vaches, tu ne serais pas devenu arbitre international. Alors ça m'a fait de la peine pour elle, parce que ça a brisé sa vie, mais elle n'avait pas, sans elle, tous les sacrifices qu'elle a fait pour moi, eh bien, je ne serais pas arrivé à ce niveau-là. Et merci beaucoup Michel Vautreau, c'est la fin de cette interview. Merci d'avoir passé ce long moment à nos côtés. Merci aussi d'avoir ouvert la boîte à souvenirs pour nous replonger au cœur de votre immense carrière. On vous souhaite une bonne continuation. On espère pourquoi pas que votre récit a pu inspirer les futurs jeunes arbitres. Merci beaucoup Michel. Merci à vous.